Merci à tous ceux qui sont là et d'être là à l'heure, comme nous, pour un entretien de près d'une heure avec Christophe Onodibio. Christophe Onodibio, vous le connaissez parce qu'il est déjà une notoriété qui ne cesse de grandir. Et c'est un personnage que je suis vraiment très heureux de rencontrer, non seulement parce que c'est un grand écrivain, un des écrivains les plus remarqués de ces dernières années. Un peu de brosse à relire. Ah oui, oui, ça fait du bien, je suis content d'être venu. Voilà. Et ça, c'est une tradition paloise. On est très courtois et admiratif. Et parfois très sincère, ce qui est mon cas maintenant. Donc, vous avez 39 ans, vous n'êtes pas béarnais, mais nul n'est parfait, puisque vous êtes né au Havre. Vous avez fait ce qu'on appelle un brillant, comme on disait autrefois, il a fait une belle guerre. Vous avez fait un brillant parcours universitaire, Hippocagne, agrégation de lettres modernes. Alors, mais chez vous, c'est là, c'est là où justement vous n'êtes pas tout à fait conformiste, parce que je crois que l'année de votre agrégation ou l'année suivante, vous avez publié un roman qui s'appelait Désagrégé. Ah oui, parce que je l'ai raté la première fois, tout simplement. Voilà. Donc il fallait que je m'occupe pendant l'été, juste avant de recommencer. Donc roman très sympathique, auquel beaucoup ont pu se reconnaître, parce que c'est une relation entre les études, les amours, enfin beaucoup de choses qui se passent à cet âge un peu décisif d'existence. Et puis ensuite, c'est parti, parce que ce premier roman a eu du succès. Et parallèlement, vous avez voulu être journaliste. Et on croit que c'est facile. C'est vrai, journaliste, il suffit de le dire pour l'être. Pour l'être 5 ans plus tard, c'est autre chose. Et donc, vous l'êtes devenu et vous l'êtes resté, puisque vous êtes maintenant directeur adjoint de la rédaction du Point. Vous avez été tout sauf un journaliste assis, puisque vous avez vraiment beaucoup voyagé. J'épargne à l'auditoire la liste de vos voyages, mais enfin, il y a certains voyages dont on peut trouver une trace dans vos livres, puisque, notamment avec Birman, vous racontez, on peut dire même vos indignations, et vous racontez très bien ce qui s'est passé ces dernières années en Birmanie. Alors, 5 romans aujourd'hui. On peut dire que vous avez aussi écrit un livre très étrange qui nous fait penser, ça nous amène, bien que vous m'avez dit tout à l'heure, vous n'étiez pas philosophe, mais ça nous amène un peu à cette recherche du bonheur et de la philosophie. Vous avez écrit un livre au titre très étrange qui s'appelle « Interdit à toute femme et à toute femelle », qui semble indiquer... Alors ce titre, pourquoi ce titre un peu étrange? Eh bien parce que ça parle de ces fameux monastères grecs où les femmes ne peuvent pas entrer. Non seulement les femmes, mais les femelles d'animaux. Les abeilles arrivent à passer. Les abeilles, oui, mais elles sont arrêtées par les insecticides. Et donc, il semble que ça soit une histoire vécue, que vous avez fait des retraites dans un tel établissement. Alors peut-être vous allez nous en parler un petit peu, ça nous intéressera. Et ma première question, c'est fou, c'est la signature de mon réveil. Ah oui. Donc ça me rappelle les aubes laborieuses. C'est pas très pro, voilà. Mais c'est pas très pro, mais j'ai oublié. Je vais éteindre le mien d'ailleurs aussi. Voilà. Et si quelqu'un dans la salle peut éteindre. Je voudrais pas réveiller quelqu'un. Voilà, je sais pas comment c'est. Bon, voilà. On va finir. Pardon. Donc, vous allez être de plus en plus connu parce que ça marche bien pour vous. Qu'est-ce que vous pensez de la phrase de Germaine de Staël, qui est presque un lieu commun, selon laquelle la gloire est le deuil éclatant du bonheur? La gloire. Moi, quand on dit gloire, je pense à des figures héroïques, antiques. Je pense à Jules César. Je peux penser à Napoléon. Je vois quelque chose de très conquérant, de très guerrier. La gloire, c'est un terme latin. C'est l'imperator est en gloire. Sur l'idée de deuil éclatant, j'aime le mot bonheur. Deuil éclatant du bonheur, la phrase est absolument sublime. J'aime pas tellement le mot gloire.
J'aime le mot bonheur. Il est aussi, c'est un mot compliqué aussi parce que notre époque, au début du 19e siècle aussi, c'est un mot daté. Un peu. Oui, tout à fait. Mais le mot bonheur est difficile à manipuler parce qu'aujourd'hui, on a tendance à nous dire, et je pense que c'est de là aussi que vient une partie des maux de la société française en particulier, c'est l'idée d'un bonheur qui serait immédiatement accessible. En fait, aujourd'hui, quand on dit bonheur, est-ce que tu es heureux? Moi, je réponds jamais à la question. Est-ce que tu es heureux? Je me souhaite d'être heureux, mais je réponds jamais à cette question. Alors, la gloire, deuil éclatant du bonheur, oui, il y a l'idée de sacrifice aussi qui est impliquée par cette... il y a l'idée d'un destin. Enfin, j'espère ne pas en être là. Alors, quand on a eu, vous savez, hier, on a remis le prix Interallié. Et on a eu des débats, je ne devrais pas le raconter, mais je le raconte, savoir est-ce qu'on couronne. On a couronné un premier roman hier. Un premier roman du nom de Carpathia, d'un jeune garçon qui était neurobiologiste, qui a tout quitté pour écrire. Et c'est très drôle. Alors vous allez voir, j'adore les digressions, donc on va partir très loin. Il était neurobiologiste, on peut dire que ses parents devaient être très fiers de cette profession très sérieuse. Et puis quand il a dit à ses parents, écoutez, j'en ai assez, finalement c'est assez lié à l'idée de bonheur, à notre thème. J'ai envie de mener une vie vraiment qui m'intéresse profondément. Finalement, je souffre beaucoup dans ce laboratoire. Que lui ont dit ses parents? Eh ben, c'est bien, enfin, on va comprendre ce que tu fais. Parce qu'évidemment, ils étaient un petit peu tenus à l'écart par cette c'est même de la neurobiochimie. Et on a eu des débats en se disant, est-ce qu'on doit couronner, est-ce qu'on peut couronner un premier roman, ou est-ce que le prix Interallié ne doit pas couronner une œuvre, couronner une gloire? Finalement, on a pris ce parti-là. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le bonheur, dans cette problématique, ce qui est intéressant, c'est pas l'absolu. C'est pas la valeur absolue du bonheur. C'est pas quelque chose qui tomberait du ciel. Même pour la gloire, il faut se battre pour avoir la gloire. Je pense que le bonheur, et vous parliez du mont Athos, de la retraite, qui implique un certain goût ou une certaine nécessité du spirituel, je me reconnais assez là-dessus. C'est-à-dire que le bonheur, tel qu'il est proposé souvent dans la société, serait une simple satiété liée à la consommation. Sauf qu'on n'est jamais, avec la consommation, en état de satiété. À chaque fois, il y a un produit nouveau, entraînant un besoin nouveau. Donc le bonheur, je le vois assez, moi, dans la tentative du bonheur, dans le retrait, dans l'essentiel, dans l'économie. Est-ce que vous avez reconnu... Plus que la gloire, le mot me fait très peur. C'est l'orgie, la gloire. Est-ce que vous avez reconnu le visage du bonheur? Vous vous êtes dit, tiens, voilà des gens heureux, avec les moines que vous avez côtoyés? Oui, et curieusement, j'ai vu même les conséquences physiques de ce bonheur, puisque vous parliez de visage. Alors, pour vous en parler, moi, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est ce qu'on appelle les zones grises. C'est-à-dire ces lieux du monde. C'est ce qui m'a vraiment donné envie de voyager et de faire aussi ce métier de journaliste. C'est aller à la rencontre des zones grises, c'est-à-dire ces zones sur une carte frontalière, souvent, où on ne sait pas très bien ce qui s'y passe. Et le mont Athos, c'est donc un territoire qui a le titre de république monastique, qui appartient à la Grèce, mais qui a une énorme autonomie. Donc vous avez un parlement, donc c'est 50 km de long sur 10 de large. C'est une presqu'île qui se trouve donc entre la Grèce et la Turquie, c'est toujours le territoire grec, dans un endroit qu'on appelle la Chalcidique. Si vous regardez sur une carte, vous avez la Grèce, vous avez la Turquie, et puis vous avez trois doigts, comme ça, 3 doigts de terre qui plongent dans la mer Égée. L'un de ces doigts, c'est le mont Athos. Et au terme de ce doigt, vous avez une montagne donc qui culmine à peu près 1800 mètres d'altitude et qui plonge dans la mer Égée. Et c'est un territoire absolument magnifique, vallonné, avec des montagnes aussi, des pâturages sublimes. Et quand les chrétiens orthodoxes ont demandé à l'empereur de Byzance une terre pour se retirer du monde et prier Dieu, ils ont demandé cet endroit. Et l'empereur de Byzance, Constantin Monomaque, il s'appelait, a dit « Écoutez, très bien, je vous donne ce territoire. Mais ça sera interdit aux femmes et aux femelles. » Et pourquoi les femelles? C'est pour empêcher l'élevage. Car c'était un endroit tellement mirifique, avec ces pâturages que j'évoquais, que les moines auraient très vite fait fortune dans l'élevage et se seraient détournés de Dieu. Et cet endroit-là, pour y aller, il faut un passeport spécial. Il faut, évidemment, avec le passeport
français, on peut se promener partout en Europe, mais c'est une presqu'île dont l'accès est interdit, l'accès terrestre est interdit. Donc on prend un bateau. Il y a un autre écrivain que j'aime beaucoup, François Augiéras, qui a fini dans une grotte en Dordogne, qui avait écrit un livre sur le mont Athos qui s'appelait Le Voyage des morts. On a l'impression de s'embarquer dans ce bateau. Il n'y a que des hommes, puisque les mères grecques, les sœurs, les filles laissent partir les hommes dans ce bateau. L'entrée leur est interdite. Et donc on est entre hommes, avec ces moines donc en robe noire, barbe noire, souvent ou blonde, il y a beaucoup de Russes aussi, tenant leur chapelet dans la main, et on arrive dans un autre monde. Soudain, vous voyez un monastère émerger avec ses bulbes d'or. Vous vous croyez en Sibérie ou au fin fond du monde, dans l'or. Ce sont des monastères fortifiés, puisqu'il fallait résister aux pirates. Donc des grandes forteresses avec ces bulbes, ces croix. Et vous arrivez dans ces monastères, donc vous débarquez. Et vous arrivez, vous devez présenter ce passeport spécial qu'on appelle le Diamonétirion, écrit en lettres byzantines. Pas de visite médicale. Pas de visite médicale quand même. Vérifié. Et la seule femme qui est autorisée dans ce pays, c'est la Vierge. Et alors il y a plein de légendes qui disent que la Vierge est tellement jalouse qu'elle n'aurait toléré aucune autre femme, etc. Et on appelle aussi cet endroit le jardin de la Mère de Dieu. Il y a plein d'histoires aussi, des récits apocryphes qui racontent la vie et les légendes qui entourent ce lieu véritablement coupé du monde. Et c'est comme un petit monde dans le monde, puisque vous avez un monastère serbe, un monastère bulgare, un monastère russe, un monastère roumain, un monastère chypriote, un monastère... toutes les nations orthodoxes sont représentées, et vous vous promenez d'un monastère à l'autre, en marchant, au milieu de cette nature absolument inouïe, formidable, entourée par la mer Égée. Et puis plus vous allez vers le sud, plus vous rencontrez des ermites, et je réponds à votre question que je n'ai pas oubliée, vous rencontrez des gens très âgés, et à la peau complètement lisse, intacte, comme préservée non seulement de la pollution, mais des soucis, des tracas, parce que ces gens vivent dans un temps. Je pense que la question du bonheur aujourd'hui est liée à la question du temps, et comment nous vivons le temps qui nous est imparti sur Terre, comment le temps est haché. Je dis d'en plonger, la seule chose continue dans ce monde, c'est l'interruption, un SMS, un appel, un mail. Et ces gens vivent dans l'abolition du temps, dans l'éternité. Et vous voyez des visages extrêmement radieux, extrêmement âgés et en même temps presque enfantins. Vous savez que chez Nietzsche, le dernier stade de la sagesse, c'était l'enfant. Ils sont l'enfant. Vous avez, oui, des vieillards enfants. Et il y a même une légende qui court sur le mont Athos, c'est que l'un des ermites les plus saints du mont Athos, quand on l'avait donc mis en terre, eh bien son corps sentait la myrrhe et l'encens. Il était tellement saint que son corps faisait rejaillir cette sainteté sur ses disciples et l'entourage. Donc voilà, j'ai répondu un peu à la question, mais j'ai parlé de plein d'autres choses. Pourquoi n'y êtes-vous pas resté? Pourquoi finalement Parce que ne pas faire sa vie là-bas? On peut faire sa vie là-bas, mais il y a des dangers qui menacent les moines, vous savez. Ce qu'on appelle une maladie du Moyen-Âge, qu'on appelle l'acédie. L'acédia en grec, c'est cette maladie, c'est l'ennui spirituel, c'est la dépression des moines. C'est le sens de non pas de la vanité de tout, mais de la difficulté finalement à être dans la tension vers Dieu. Et c'est le moment que choisissent les diablotins pour vous tirer et vous faire tomber. Il faut être très fort. Il faut être très fort. Et donc vous avez des gens qui quittent le mont Athos. Moi j'ai un ami là-bas qui vit là-bas, d'ailleurs dans un ermitage dont le nom est Saint-Christophe. Donc voilà, je me dis qu'il y a un lieu peut-être qui m'attend si un jour... Mais la vie de famille est très importante pour moi, ma femme, mes enfants, et je sais que j'y emmènerai un jour mon fils, mais je n'ai pas envie de quitter le monde. Je suis journaliste. Saint-Christophe, c'est aussi le porteur du Christ et le saint patron des automobilistes, donc des embouteillages. Voilà. Oui, vu comme ça, du voyage. Voilà. Vous disiez tout à l'heure que vous aimez les digressions. Alors je dirais que c'est pas le mot que j'emploierais, parce que lorsqu'on vous lit,
on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, mais c'est plutôt des incidentes. C'est-à-dire qu'il y a une forme, alors ça je recommande à tous les gens qui ne vous ont pas lu de vraiment découvrir votre style qui est extrêmement précis et plein d'incidentes. C'est-à-dire il n'y a pas de philosophie excessive, il n'y a pas de gras comme disent les éditeurs. C'est un récit extrêmement précis. Et avec des digressions. Alors, il y en a une qui est tout à fait dans le thème d'aujourd'hui, qui m'a beaucoup plu, parce que c'est écrit de façon très simple. À l'arrêt suivant, donc, 2 jeunes amoureux sont entrés. Un garçon et une fille, jolis comme les filles que j'aimais quand je suis arrivé à Paris, les cheveux courts, des taches de rousseur autour d'un regard intrépide. Le garçon avait, lui, les cheveux longs, une belle nonchalance, des souliers en daim usé. Il entourait la fille de son bras. Elle avait la tête posée contre son torse. Ils regardaient dans la même direction. Les lumières qui changeaient, la ville qui s'éveillait. Ils se tenaient chaud. J'imaginais quand ils seraient arrivés à bon port. Leurs 2 corps nus en chien de fusil sur le lit d'une chambre mansardée, scène vue d'en haut depuis le vasistas. J'ai pensé à toi. Je me suis dit que l'un des bonheurs de cette vie, c'était quand même de connaître cet état. La vie te l'offrirait, au moins je t'avais donné ça. Alors, il faut préciser que le narrateur écrit à son fils. C'est un livre assez poignant. Il écrit après la mort de sa compagne et il lui reste un fils et il lui écrit en se posant toutes sortes de questions. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on peut dire à son fils? Est-ce qu'on peut raconter l'histoire d'un couple? Et cette image du bonheur à travers l'union sexuelle, disons-le. Oui, l'union de 2 êtres. L'union de 2 êtres, l'épanouissement amoureux, peut-être que quelque chose qui est vraiment à mettre très haut dans les sources du bonheur, non? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Parce que c'est là où on voit que ce livre, qui pourrait être très triste, finalement, il est joyeux parce qu'il est plein de descriptions du bonheur. Il y a d'autres choses aussi. Il y a une scène que je n'ai pas retrouvée en relisant sur le bonheur de rentrer dans une librairie. Oui, on en parlera. Non, mais ce moment précis que vous venez de lire, je vous remercie pour vos commentaires, en fait, est lié à un sentiment profond. Cette scène-là, je l'ai vue, en fait. Je l'ai vue au même moment que le narrateur. C'est-à-dire que il sort de la maternité, son fils est né, c'est un tout petit bébé, donc il est resté avec sa maman. L'accouchement s'est très très mal passé, ça a failli vraiment mal tourner. Et en fait, il rentre donc à l'aube chez lui. Et en fait, il est, comme on peut l'être quand on est tout jeune père et qu'on vient de voir, d'avoir la preuve matérielle de ce que c'est qu'une toute jeune vie humaine, celle d'un nourrisson qui sort d'un ventre tout chaud. Et on se dit que cette petite chose va connaître une somme d'expériences qu'on espère nombreuses, qui vont commencer dès sa jeune vie jusqu'au terme de cette vie. Et il est très ému parce qu'il voit un jeune couple de 20 ans, 18-20 ans, qui doit sortir d'une soirée ou d'une nuit de marche dans Paris. Et il a le spectacle de cet amour qui donnera peut-être cette petite chose humaine, ce petit être humain que lui vient de quitter en le laissant à la mer. Donc il est dans un état de bonheur. Là, on peut vraiment dire de bonheur. Il ne s'agit pas juste de tendresse. Et il voit presque, à travers ces 2 jeunes gens, tous les gestes qui ont présidé à la naissance de son fils à lui, c'est-à-dire l'union avec cette femme qu'il a aimée. Et pour vous répondre sur la question d'un livre triste, non. Effectivement, c'est pas un livre triste. C'est une histoire triste. Dans la vie et une histoire d'amour se termine toujours mal, même quand ça dure toute la vie, parce que vient un moment où l'autre nous quitte, même si c'est la mort, l'un part avant l'autre, sauf si on fait comme certains couples mythiques qui choisissaient de partir ensemble. Mais c'est plutôt une tentative. Il y a un mythe que j'adore, un mythe grec, qui est le Orphée et Eurydice. Mais Orphée et Eurydice, ça se termine vraiment mal.
Orphée aime Eurydice, elle se fait piquer par un serpent. Orphée est un musicien si doué qu'il se met à jouer une musique tellement triste que la nature est en deuil et que les dieux se disent quand même il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc offre la possibilité à Orphée d'aller chercher Eurydice dans les enfers et la ramener parmi les vivants. À une condition, il ne doit pas se retourner. Ne pas se retourner. Et souvent, dans les mythes, il y a des choses qu'on ne doit pas voir sous peine de mort. Et il se retourne, je ne vais pas raconter le détail, et donc elle reste, il ne pourra plus jamais la faire revenir parmi les vivants. Et plonger, c'est ça, c'est plonger, c'est un verbe actif. C'est pas une plongée passive et qu'on subit. C'est une décision qu'on prend de plonger pour ramener par les mots le souvenir de la femme qu'on a aimée. Et pourquoi la ramener par les mots ? C'est pour en donner toute la chair à cet enfant qui est né et qui ne l'a pas connu, pour lui dire voilà qui était ta mère, voilà ce qu'elle a voulu, voilà quel bonheur elle a cherché aussi, voilà quel bonheur elle m'a donné, quelle douleur aussi, ça va jamais sans. Et je veux que tu te dises que tu peux être fier de cette mère qui t'a donné la vie, et il faut que tu connaisses son histoire. Son histoire, c'est notre histoire, et je te la raconte. Donc il lui raconte les plus belles choses de la vie, les choses les plus douloureuses aussi, pas toutes. Il y a des passages que je mets en italique, dont on sait que le narrateur ne va pas les raconter à son fils. Et ce livre-là, il est parti d'un sentiment très simple, il est presque parti de cette scène que vous lisiez. Quand mon fils est né, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lui laisser ? Je ne parle pas d'héritage, j'en ai pas tellement. Qu'est-ce que j'ai envie de lui laisser comme histoire ? Je pense que c'est important dans le monde d'aujourd'hui de raconter des histoires, de laisser à ses enfants, à ses amis, aux gens qu'on aime, une histoire. Notamment parce que justement, j'ai l'impression qu'on vit dans une époque où tout se fragmente, où l'éphémère chasse une chose puis l'autre, où plus rien n'a d'histoire, n'a le temps d'avoir une histoire. D'ailleurs, dans la musique, quand vous regardez, on a connu de grands groupes de rock, par exemple, qui faisaient des carrières sur 40 ans. Maintenant, c'est 1 ou 2 albums, même pas, et c'est terminé, et on demande à la machine reproduit. Et donc, il s'agissait de laisser à mon fils, au cas où il m'arrive quelque chose, une histoire. Donc, tout s'est mélangé, des choses très, très intimes pour moi, très personnelles, de transmettre des livres aussi, que j'ai pu lire. Donc, vous voyez, c'est ça. Donc, ce couple dont vous parliez, il incarne la possibilité d'un bonheur, la possibilité d'un amour qui reste vraiment, pour le narrateur du livre, la chose la plus essentielle, la plus constitutive de bonheur. Alors, qu'est-ce qui est transmissible à un enfant ? C'est-à-dire, on peut avoir la main heureuse ou malheureuse dans l'existence. Est-ce que ça fait partie des choses que l'on peut transmettre, comme on transmettra le tableau de la grand-mère Je crois qu'on choisit, il y a une part de transmission qu'on choisit et une qu'on ne choisit pas. Je pense, et les enfants le sentent très bien. Dans Plongée, il lira ça à l'âge de 16, où il est tout petit, quand il lui écrit ça, et il lui dit... Il le voit en grenouillère quand même, il écrit presque en le regardant dans son petit lit, gigotant. Évidemment, c'est une histoire pour plus tard. C'est une transmission choisie. Il choisit ce qu'il lui raconte et ce qu'il ne va pas lui raconter. Et il y a une transmission qu'on ne maîtrise pas, c'est-à-dire est-ce que votre enfant vous voit heureux, léger, grave parfois, et pourquoi s'il comprend cette gravité, on peut pas jouer, on peut pas jouer, on peut pas être un personnage, on peut pas jouer. Les soucis évidemment la douleur des parents sont immédiatement, même si c'est pas formulé. La littérature permet au moins de choisir ce qu'on veut transmettre. La question qui me brûle les lèvres, et pardon, et vous n'y répondez pas si je suis indiscret, c'est est-ce que, je pense que le lecteur se la pose, est-ce que vous avez vécu ce drame particulier ou est-ce que c'est un roman pur Vous savez, je me cacherai derrière Flaubert. Ouais. Il est très pratique, Flaubert. Quand il dit Madame Bovary, c'est moi. Quand vous voyez Flaubert, colosse normand avec des grosses moustaches, il n'a rien d'une Madame Bovary gracieuse dans sa voiture, lisant, en pensant à ses amants. Madame Bovary, c'est moi. Ça veut dire qu'évidemment, je suis tous les personnages de ce livre et qu'il y a beaucoup de vérité. Maintenant, c'est vrai qu'on a posé, par exemple, cette question à... D'ailleurs, non, on m'a interrogé et j'ai
presque renvoyer les journalistes au sujet En finir avec Eddie Bellegueule, où vous savez, on est allé vérifier si vraiment... C'était un roman, En finir avec Eddie Bellegueule, et on est venu me voir, des journalistes faisant un sujet sur le fact-checking littéraire. Le fact-checking, c'est quand vous êtes journaliste, pour pas qu'on écrive n'importe quoi, il y a des gens qui vérifient les faits, même le nom, la population d'une ville, est-ce que cette rue existe bien, est-ce que c'est pas une avenue plutôt qu'une rue, bon. Mais le fact-checking littéraire, c'est-à-dire quand on écrit une fiction, pourquoi vérifier ? De toute façon, tout est vrai dans un roman. Tout est vrai et pas vrai, tout est déformé. Parce que c'est l'écriture qui est vraie et qu'elle ne ment pas. Puis c'est une perception. Et puis, qu'est-ce que la vérité ? Toute vérité est une perception. Les gens qui vont dire, oh bah lui c'est un imbécile. Je dis, bah non, il est génial. Si la personne le perçoit comme un imbécile, vous ne pourrez absolument rien faire. Malheureusement, moi je pense que la vérité n'existe pas, que tout est affaire de perception. Et c'est ce qui, et je le déplore d'ailleurs, et c'est ce qui fait parfois les grands accidents de l'histoire. J'espère que je ne vous choque pas, parce que moi c'était une comparaison qui m'est venue à l'esprit très rapidement, furtivement. C'est un petit peu, votre livre, c'est un peu comme Love Story, c'est-à-dire on commence, je me rappelle plus la première phrase de Love Story d'Éric Segal, c'était que dire d'une femme lorsqu'elle est morte. Je crois que c'est ça la première phrase. Et ça m'a fait penser à ça. Et je me suis dit, et parce que j'ai eu la même interrogation en lisant votre livre que j'avais eu il y a 40 ans, en lisant Love Story, en me disant, mais est-ce que c'est vrai ? Ça a l'air tellement vrai qu'on se demande si c'est vrai. Mais bon, je comprends très bien que l'artiste ne doit pas répondre à non, cette et question. puis, vous savez, les personnages, curieusement, comme c'est une vie, l'écriture est une vie parallèle. C'est une vie et c'est la chance de... moi, je mets toute ma vie dans mes romans et je travestis aussi. C'est comme si j'étais une sorte de... je compare... pas de chimiste, parce que chimiste c'est trop scientifique, mais d'alchimiste, disons, parce qu'il y a une part de magie. Il y a un moment, moi j'écris à l'aube, j'écris à la fin de la nuit, et généralement j'arrête d'écrire quand le jour se lève, et là je vais réveiller mes enfants. Donc j'écris quand la maison dort, quand la ville dort, parce qu'après je travaille, je travaille aussi quand j'écris, mais... et ce sont des moments où, curieusement, je sais pas, j'arrive pas à l'expliciter, je prends juste un petit café sans sucre. Je ne petit déjeune pas, je petit déjeune après, et je suis là avec les personnages, et ça paraît absolument banal, trivial, cliché, mais c'est comme ça. Il se trouve qu'à un moment, ils vous parlent. Alors, ils vous parlent, c'est-à-dire que ça surgit de votre cerveau, vous vivez avec eux tellement, vous rêvez avec eux tellement. Moi, je pense toujours à mes personnages qui deviennent... Paz, pour moi, elle est réelle, enfin, elle existe. Comme les héros des livres que j'ai aimés enfants ou même adultes vivent. Quand on les aime vraiment, ils vivent. Et moi, en plus, je vis avec eux. Alors, c'est curieux parce que c'est le nom de l'héroïne. De l'héroïne. Oui. Voilà, c'est cette. Elle est très. Elle vient des Asturies. Enfin, c'est une Espagnole, pas loin d'ici, de l'autre côté des Pyrénées. On connaît bien les Asturies. Et voilà. Et alors, c'est une héroïne. Et je voulais aussi donner. C'est la première fois dans Birman, il y avait une héroïne, mais elle était très très évanescente. Elle disparaissait à un moment dans le livre, et assez caractérielle aussi. C'était une médecin humanitaire. Qui se prenait pour autre chose qu'un médecin humanitaire. C'est des choses que j'ai observées en fait sur le terrain. D'ailleurs, on l'a vu après avec l'Arche de Zoé, etc. C'est des personnages d'aujourd'hui. C'est-à-dire c'est des gens qui n'existaient pas il y a 20 ans. Exactement. C'est notre époque qui crée se prennent ce genre de mission, une volonté de mission. Et donc, je voulais une héroïne. Effectivement, elle est morte dès le départ. Mais c'est pareil, la première image du livre, pour moi, c'est une image qui est venue, je ne sais pas pourquoi, c'est l'image d'une femme nue sur une plage vraiment du bout du monde, un monde désertique, mais où il y a la mer, qui pourrait être le sultanat d'Oman ou le Yémen, avec une terre extrêmement minérale, un sable qui tellement éclairé, assommé par le soleil, et vous allez voir pourquoi je dis sommeil, qu'il miroite, la mer miroite aussi, on ne distingue plus la mer de ce sable, de ces rochers, et on a le corps, un magnifique corps de femme, nu,
qui sort de la mer puisque les cristaux de sel, donc l'eau s'est évaporée, les cristaux de sel réverbèrent aussi dans le soleil. Et elle ne semble pas morte, c'est pas du tout un cadavre, c'est comme une femme, comme une déesse endormie. Et cette image-là est venue, et tout le roman, ça a été de me dire, tiens, d'essayer de donner un sens à cette image. C'est pour ça que Paz est photographe, parce que c'est comme une photo, cette image-là. Et donc, après, pour moi, c'est une résurrection. C'est-à-dire qu'en fait, elle est morte au départ, et maintenant, pour moi, elle est vivante, en fait. Curieusement, le narrateur, parce qu'il doit enquêter aussi, il raconte à son fils, mais tout en racontant à son fils, il enquête pour savoir ce qui lui est arrivé. C'est un peu mystérieuse. Enfin, mais oui, pourquoi elle est partie dans ce pays, même très mystérieux. Pourquoi elle les a quittés, qu'est-ce qu'elle allait faire là-bas, pourquoi elle s'est noyée, parce que c'est ça, qu'est-ce qu'elle faisait dans l'eau, qui connaissait-elle là-bas, donc il y a une enquête. Et moi-même, j'enquêtais, j'essayais, comme Orphée avec Eurydice, de la faire revenir. Donc pour moi, à la fin du livre, et j'espère pour le petit garçon, oui. Et pour le narrateur, et pour les lecteurs, elle est vivante. Pour moi, elle est vivante. Elle est beaucoup plus vivante maintenant qu'au début du livre, puisque j'ai dû la ressusciter. Exactement. Alors il y a aussi... alors, ces personnages sont très physiques, parce que... Alors la mort, enfin la défunte, je cherche un mot plus tendre, parce que l'évanouie, la disparue, oui, la disparue, voilà, une disparition. On s'attache à elle, donc on n'a pas envie, comme vous dites, d'en parler comme si elle était morte, parce qu'elle est très très bien décrite, elle est décrite à longueur de page, toutes les situations, et elle est très belle, elle est très sensuelle, c'est quelqu'un qui fait rêver, c'est une femme qui fait rêver, mais le narrateur, lui aussi, il est très soucieux de son corps, et ça aussi c'est contemporain. Alors là aussi, quelle est la part d'invention? Parce que est-ce que finalement un romancier d'aujourd'hui, un intellectuel d'aujourd'hui, c'est une réflexion qui m'est venue en vous lisant, c'est pas quelqu'un, là vous comprendrez que moi c'est une question qui m'inquiète, parce que j'ai une conception churchillienne du sport, mais je veux dire, est-ce que finalement c'est pas une grande différence avec avec Sartre, Merleau-Ponty ou les écrivains d'autrefois, qui se foutaient pas mal de leur apparence physique, ou alors par des détails. Maupassant était un obsédé d'aviron, un rameur, un nageur. Exactement, Camus. Alors voilà. Un grand footballeur. Vous avez donné la réponse. Et est-ce qu'aujourd'hui, on ne va pas avoir des gens comme vous, c'est-à-dire très sportifs, parce qu'à un moment, le narrateur, il donne des conseils à son fils. Enfin, il fait très attention à ton corps. C'est très précieux. Ça, oui. Je trouve ça... Est-ce que c'est pas aussi la marque d'un certain hédonisme, quelque chose d'aujourd'hui très présent, question. Où il faut faire très attention à la diététique, au sport, etc. Alors c'est une belle question, mais je vais vous décevoir, parce que très sportive, bon, c'est pas ce que me dit ma femme. Comment vous dire ça, quand il parle du corps, le souci du corps, pour moi, c'est un souci presque grec, presque mythologique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on pense mieux avec un corps sain. Vous voyez, c'est le mens sana in corpore sano, ou ce que les Grecs appelaient le kalos kagatos. Kalos, ça veut dire beau. Agathos, c'est la beauté intérieure. C'est l'idée d'une harmonie. Quand il lui dit ça, en fait, c'est un reproche que je m'étais fait à moi-même. C'est-à-dire, quand il lui dit... En fait, il est sur une plage, il est en Espagne avec cette femme, il découvre les Asturies, donc ce territoire baigné par l'océan. Il y a un peu comme à Pau, il y a les montagnes, bon, et puis il y a l'océan. Et elle nage, et lui se sent tout misérable à côté du corps glorieux de cette femme. Et il sent le soleil, et vous avez parlé de Camus, c'est exactement ça, ce que j'aime. Il sent le soleil, il sent le sable sur lui, et donc il a envie de dire à son fils, pense aussi que le bonheur, c'est aussi le bonheur du corps, et on retrouve les deux amoureux du début. C'est là où on est complètement dans l'idée du bonheur. C'est pas la maîtrise, les exercices quotidiens, les pompes, les abdos, la mesure de ce qu'on... D'ailleurs, quand il mange, quand il déjeune, quand il dîne, on boit beaucoup d'alcool, on boit beaucoup de... Enfin, plus du vin d'ailleurs. Le vin, mais c'est aussi la terre, c'est aussi le sang de la vigne. Dans les Asturies, on mange très très bien, donc c'est produit de la mer. Il y a ce côté aussi plénitude, plus que maîtrise. Et c'est ça, c'est
Au Moyen-Âge, on a gommé le corps. On a gommé le corps. Le corps n'existait pas, le corps était caché. Et en fait, il cite Oscar Wilde à un moment, si tu veux être médiéval, cache ton corps, si tu veux être grec, mets à découvert. Il faut être, si on veut être médiéval, on cache son corps, si on veut être grec, il faut être nu. Et cette nudité, mais c'est pas la nudité, l'exhibition, c'est le fait qu'on est nu pour sentir la caresse du soleil, sentir l'eau. Donc c'est quelque chose, et c'est un peu ce que cherche Paz d'ailleurs avec son propre corps. Pourquoi elle, sans raconter, pourquoi elle se dit, pourquoi c'est une fille de l'eau, pourquoi elle va se diriger de plus en plus vers la plongée aussi dans l'eau, au fond de l'eau, c'est pour aller au cœur des éléments, c'est pour aussi se purifier, mais pas du tout en termes mystiques ou religieux. Ou de nostalgie utérine, c'est pas ça. Il y a aussi ça, retrouver l'enfance, ça m'obsède aussi totalement. Mais c'est aller retrouver l'essentiel dans un monde qui nous étouffe, qui nous pollue par le trop d'informations, par le trop de... non pas de sensations en fait. Trop d'informations et pas assez de sensations. Trop d'amis sur Facebook et pas assez de vrais amis. Trop de virtuels et pas assez de réels. Trop d'images érotiques et pas assez de caresses. Vous voyez, c'est tout ça. C'est-à-dire que... Et Paz, elle veut aller au cœur de la vie, au cœur des sensations. Son bonheur à elle, c'est ça. Et elle est artiste aussi. C'est retrouver le geste pur de l'artiste, sans la photographie, sans le dépouillement. Alors là, on retrouve le mont Athos, et que tout est lié, parce que c'est pas la retraite. Moi, elle me plaît si c'est dans un environnement qui ruisselle de beauté. C'est pour ça que c'était l'orthodoxie, les icônes, la beauté. Ces ermites qui peignent les icônes en regardant la mer infinie de cette presqu'île. C'est la nature environnante, c'est la mer. Donc c'est tout ça. Alors... Et petite précision sur les écrivains. Moi, ceux que j'aime, Camus, très sportif aussi, mais c'était pas pour la performance physique, c'était pour la communion avec le soleil. Maupassant, que j'adore, Maupassant qui a sauvé de la noyade parce qu'il était un excellent... Maupassant vivait à côté de chez moi. Et quand il était jeune, à 17 ans, il était à Étretat, il se promenait, c'était en hiver, et il observe quelqu'un qui se noie. Il saute à l'eau, il va le soigner, etc. Il le ramène, et ce potentiel noyé, donc il a sauvé de la mort, c'était un écrivain anglais tout à fait excentrique qui s'appelait Swinburne, et qui vivait à Étretat, dans une ancienne maison de pêcheurs, et qui collectionnait, en fait, qui avait chez lui une main décorchée. Une main qui baignait dans le formol, et le jeune Maupassant a été très captivé par cette main et lui a demandé qu'il lui offre cette main. Et tout le côté fantastique, et après fantastique au sens presque gothique, gore, de Maupassant vient de là. Mais il y avait, par exemple, quand vous lisez Sur l'eau de Maupassant, très beau texte sur la navigation, sur l'eau, sur le bonheur de ramer, sur le bonheur de naviguer. Il adorait, il s'est acheté, Maupassant, avec ses droits d'auteur, un voilier. Il partait sur les mers. Donc il y a aussi ces écrivains-là, je ne vais pas dire sportifs, parce que j'aime pas le mot sport. Il y a tout de suite. Donc, par exemple, je vais vous dire une chose. L'idée des data, on en parlait avec Joël de René au déjeuner. Cette idée d'être mesuré quand on fait son footing, etc., en permanence, ça, j'aime pas du tout. C'est-à-dire de mettre encore de l'information sur soi. En revanche, connaître mieux son corps pour mieux le ressentir, ça m'intéresse. C'est vrai. Et quel est le lien entre le journalisme, comment le romancier se nourrit du travail du journaliste? Parce que vous êtes un journaliste très impliqué, puisque vous exercez même des fonctions de responsabilité et d'encadrement. Au contact quand même du malheur du monde, parce que finalement, faire des journaux, on croit toujours que c'est un beau métier parce qu'on voyage et qu'on voit des gens intéressants, mais enfin c'est aussi raconter une actualité qui n'est pas très gaie. Et comment s'évader de cette en quelque sorte actualité collective pour revenir à des parcours individuels, à des histoires comme ça? Comment faites-vous cette gymnastique? Alors là, on n'est pas dans le corps, mais la gymnastique du cerveau. Ouais.
Je dirais que l'un alimente l'autre. Évidemment, les malheurs du monde, l'actualité nourrissent, puisque j'ai fait du reportage, donc évidemment, j'allais chercher. On parlait hier, on faisait une émission avec Florence Aubenas, qui vient de publier un très beau livre en France. Mais je crois qu'elle est là d'ailleurs, je crois qu'elle vient, elle sera là demain. Oui. Voilà, en France, et on parlait, c'était une émission sur les écrivains et le journalisme. Et elle disait, en fait, on va dans un lieu pour trouver une histoire. Mais elle dit pas, je suis romancière, évidemment. C'est pas un problème de réalité, hein, parce que vous pouvez faire un roman quand je vais pas trouver d'exemple, mais Joseph Kessel disait, par exemple, voilà, je suis obligé, c'est un récit journalistique, donc je vous dis, tout est vrai dans ce que je raconte, oui. Mais je suis obligé de vous le dire parce que moi-même, à un moment, j'ai cru perdre la raison et basculer dans un monde romanesque. De Simenon, tout est vrai sans être exact. Exactement. Hein. Et alors le journalisme, en fait, donc nourrit, surtout plongé. Je raconte des choses qui me sont arrivées aussi dans mon métier de journaliste, mais ça paraît évident, mais l'inverse existe aussi, c'est-à-dire que j'essaie d'infuser dans le journalisme même des choses très personnelles, c'est-à-dire que si par exemple je rencontre un artiste ou en politique c'est plus compliqué, mais même non, une vision d'un homme politique, mais qui draine un enseignement, une histoire riche d'enseignements, j'essaie aussi de la faire partager. Quand vous rencontrez Pierre Soulages, par exemple, et qu'il se met à vous parler de son art, c'est-à-dire de sa conception du monde, de la matière, etc., je tiens à en faire profiter le lecteur. C'est aussi peut-être ça qui a fondé mon envie d'être journaliste, c'est-à-dire de faire partager. J'étais enseignant aussi, j'ai enseigné pendant 3 ans, c'était un peu au fond la même chose qu'avec des élèves, sauf que j'avais un programme, mais j'essayais de m'en échapper aussi. C'est faire partager des expériences que j'ai peut-être, grâce à mon métier, la chance d'avoir. Moi, j'ai voulu faire ce roman pour vivre aussi, le mot est, je dis pas que j'en vive tous les jours, mais des aventures, des histoires, pour pouvoir justement voyager, rencontrer des gens exceptionnels, ou aussi à la rencontre de drames, aussi que j'aurais envie de raconter. Et donc, c'est faire partager une expérience du monde. Alors, c'est vrai que maintenant, de plus en plus, il y a le flux de la journée, et puis il y a ce moment de recueillement presque, où toute cette expérience, toute cette fatigue, cet enthousiasme, finalement, je parlais d'une alchimie, ce mélange sédimente et donne naissance à des personnages qui sont eux-mêmes imprégnés de cette expérience-là. Donc ça communique très bien à la manière d'une osmose, qui est un terme d'ailleurs chimique, oui, quoi, avec les différents pH s'équilibrent. C'est un peu comme ça que je vois la chose.